reconnaissez que M. Félix Tshisekedi a failli. Il a failli pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'insuffisances. Le fait seulement qu'il n'a pas des atouts, des aptitudes nécessaires, il ne peut pas assumer la fonction du commandant suprême de l'armée. Les gens de l'Est risquent de la partie Est risquent de quoi? Que nous les avons abandonnés. Et pendant ces temps, même si vous n'êtes pas en mesure de faire face au M23, mais du moins, prenez en charge de les déplacer. Moi, j'ai pensé qu'on allait même fournir beaucoup d'efforts, toucher même au niveau du social, et acheter des bâches pour permettre aux gens d'avoir ne fût-ce que de toit. Et là où ils peuvent loger, ils peuvent habiter pendant quelques temps. On pouvait même déployer un mécanisme mobile pour leur desservir en eau potable. Il n'y a rien. Et après, il y aura de choléra, il y aura des maladies diarrhéiques, on va encore dénombrer les mots. Ce qui veut dire quoi? Monsieur Félix Tshisekedi étant défaillant, il ne pourrait nullement résoudre le problème congolais. Ce que l'on reproche à Kamere, c'est de bonne loi. C'est de bonne loi. Il faut créer des regroupements pour gérer les ambitions. Parce que si tout le monde doit commencer à négocier, ça va créer des ordres. Alors le fait seulement que l'UDPS n'a pas des gens de qualité, ils veulent maintenant l'attaquer pour vous dire non, voilà, il n'est pas pressé parce que c'est l'UDPS qui a commencé à créer. L'UDPS a créé, sa mosaïque, ça existe. Et pourquoi on ne lui reproche pas? Je ne crois pas en la qualité de Félix Tshisekedi à gouverner le pays. Je ne crois pas en la qualité de Kamere à bien diriger. Parce que Kamere n'a pas une bonne presse. Mais ce qui est vrai, dans la mathématique politique, Kamere est en droit de demander la primature. Surtout qu'il est accompagné par des gens qui ont aussi des députés. Jusque-là, au Congo, deux bons premiers ministres. Ils ne sont pas meilleurs, mais ils sont bons par rapport aux autres deux. Il y a Mouzitou, il y a Matata. En dehors des deux là, je ne vois personne là-bas. Si M. Félix Tshisekedi sera en mesure de dénicher quelqu'un, ça ne sera pas dans l'union sacrée. Parce que l'union sacrée est caractérisée par l'immoralité. Il soutient l'entrée en fonction du vice-gouverneur. Je comprends, oui. Mais apparemment, vous qui avez la vision tribale, vous ne savez même pas jauger, mesurer la teneur de ce qui s'est fait. Chers messieurs, le monsieur que vous voulez sanctionner pèse sur lui des soupçons de fraude électorale. Mais le monsieur que vous soutenez pèse sur lui le poids de l'assassinat et de coups et blessures sur la population à Limité. Pourquoi vous n'avez pas, vous, insisté sur ça? Nous défendons la justice, nous défendons l'équité. Mais eux, à leur niveau, ils défendent la tribu. Et c'est que moi, je ne soutiens pas. Je ne connais pas M. Gentini, je ne l'ai jamais vu, mais je considère qu'il mérite être réhabilité justement parce que l'acte les sanctionnant n'avait pas de base sociologique. Donc la procédure n'a pas... Revenait-il à un vice-premier ministre de sanctionner un gouverneur? Les mesures conservatoires qu'il a prises, avec quel soubassement sur le plan constitutionnel d'abord? Parce qu'il faut commencer par là. Vous savez, M. Gentini Ngobila, je suis sûr et convaincu qu'il a triché. Mais sa tricherie au moins était... Bon, je ne dirais pas... était assez... Hein? Vous comprenez? Non, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Non, mais attendez. Mais pour l'Équateur, c'était grave. On a utilisé des armes. C'est-à-dire que le gouverneur a déployé ces gens. Ils sont arrivés au niveau des centres. Ils ont commencé à tirer. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, à tous les téléspectateurs, tous les Congolais qui nous suivent de partout. C'est une semaine de joie, s'il fallait dire, parce qu'hier, c'était la fête en RDC après cette qualification des Léopards pour l'étape suivante. Déjà, à quart de finale, s'il fallait dire, nous allons rencontrer l'équipe guinéenne, je crois. Ce sera le vendredi prochain. Eh bien, on suppose qu'on va continuer la course, hein, bien que les Guinéens jouent aussi bien. C'est une équipe aussi forte, mais bon,
Le football n'a pas de calcul exact. Faisons foi à des léopards, convaincus que nous allons aller de l'avant, parce qu'il faudra dire sans embâche que nous avons une belle sélection, nous avons une bonne équipe. C'est question de s'y mettre pour aller encore de l'avant. Nous allons vous parler de tout ce qui se passe au pays. Déjà, il y a session extra parlementaire pour cette nouvelle Assemblée nationale. Le bureau d'âge sera mis en place. La plénière sera présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale pour mettre en place, bien sûr, le bureau d'âge. Cependant, la Cour constitutionnelle continue à examiner les contentieux pour disqualifier et confirmer ce qui vont continuer au niveau de l'Assemblée nationale. Nous vous parlerons également de ce qui se passe à Kinshasa après la réhabilitation du gouverneur Gentili Ngobila. Eh bien, le voix s'élève. La toute dernière, c'est le président de l'Assemblée nationale, Godin Poyi, qui, à sa manière, a saisi le VPM de l'Intérieur, tout en lui demandant de ne pas autoriser à ce que le gouverneur Ngobila puisse travailler, puisse reprendre plutôt ses fonctions alors qu'il était déchu. Déjà, nous allons vous en dire plus. Les sécurités, il y a lieu d'en parler parce que ça continue à battre, ça continue à faire couler encre et salive, allais-je dire, dans la partie est. Nos compatriotes continuent à tomber. Et qui pense ou encore qui dit Kinshasa, toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous le président Alain Bolodjoa, qui est le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle le BAT. Alain Bolodjoa, que vous connaissez, et qui est un opposant, un politique bien sûr. Avec lui, nous allons analyser toutes les questions évoquées pour vous donner bien sûr les éclairages par rapport à ces dernières. Eh bien, président Bolodjoa, merci d'être là et bonne semaine à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Le bureau d'âge sera installé à l'Assemblée nationale. Il y a plénière extraordinaire avec les nouveaux élus du pays. Ils vont se retrouver, les plus jeunes et les plus vieux vont composer ces bureaux. Cependant, les contentieux continuent au niveau de la Cour constitutionnelle. Quelles sont vos appréciations par rapport à cette législature qui va avoir le jour? Bon, déjà, je voudrais adopter une approche que j'apprécie beaucoup de Guy Rocher. Lorsque vous êtes en face d'un fait social, il faut disséquer les éléments structurels aux éléments culturels pour bien faire l'analyse. C'est vrai, aujourd'hui, sur le plan formel, il y a effectivement l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale sur pied de disposition de l'article 114 de la Constitution. Notre Constitution dit 15 jours après publication, on doit convoquer les députés en session extraordinaire et puis mettre en place un bureau d'âge ou bureau provisoire qui sera chargé d'élaborer les règlements intérieurs et aussi organiser, n'est-ce pas, les élections pour avoir le bureau définitif. Ça, ce sont des éléments structurels. Mais au niveau des éléments culturels, d'après l'esprit de la Constitution et même de la loi électorale, ces députés qui seront aujourd'hui devraient en réalité être élus. C'est-à-dire que l'esprit de la Constitution voudrait assez que ceux qui assument de fonctions, ceux qui représentent la population, soient des élus. Et fort malheureusement, il y a des machinologues, ceux qui ont utilisé des machines, qui ont pompé de voix pour être proclamés élus. Il y a des tricheurs. Et ça fait qu'il y a une sorte de dichotomie entre ce qui est désiré par la loi et la Constitution et ce qu'il y a au niveau pratique. Parce qu'en réalité, en faisant une analyse normative, on va se rendre compte que le pays est en train de dérailler. Mais si nous allons dans une approche positive, on va effectivement voir qu'il y a des gens qui vont siéger, mais dans leur fort intérieur, ces gens-là ne sont pas des représentants du peuple, parce que justement, ils n'ont pas été élus. Alors, comment ça? Parce que les fraudeurs ont été sanctionnés par la CENI. Non, mais la dernière fois, vous m'avez rassuré que la liste allait continuer. Et fort malheureusement. C'est la CENI qui avait rassuré. Ah, mais voilà, mais cette liste n'est jamais venue. Il faut comprendre qu'il y a une mafia qui s'est organisée autour de cette fameuse élection, parce que justement, M. Kadima a été choisi pour cette fin. Et fort malheureusement, peut-être qu'il n'a pas compris le vrai enjeu. Il est en train
de provoquer l'effondrement de la société parce qu'on ne sait plus stabiliser les éléments structurels de notre société. Nous avons des normes, même dans une société traditionnelle, même dans la forêt, dans la jungle, il y a des normes qui doivent être respectées. Et ce sont ces respects de normes qui garantissent dans une large mesure la stabilité sociétale. Et fort malheureusement, il s'est comporté en délinquant, ne comprenant pas la dimension sociologique et anthropologique des élections, il nous lance dans ces banditismes. Et je suis sûr et convaincu, cela aura à coup sûr des effets néfastes sur la suite des événements. Donc nous considérons que c'est par formalisme que nous sommes en train d'aller. La coïncidence, le président actuel de l'Assemblée nationale est le plus âgé. Le plus âgé, oui, c'est lui qui on risque de l'avoir. Il sera reconduit, s'il fallait dire, pendant ce. Fort malheureusement, on risque de l'avoir avec un nouveau mandat, alors que la philosophie n'est pas de servir la nation, mais plutôt de servir son maître qui est Félix Tshisekedi aujourd'hui, et c'est servir lui-même. Parce que parmi les piètres présidents de l'Assemblée, on peut les dénombrer, on peut les compter également. Quelle est la production de la législature passée? Apparemment, on ne fait pas les bilans. Quelle est la production? Combien de lois structurantes sommes-nous arrivés à avoir? Quelles sont les grandes réformes? Combien de projets de loi venant du gouvernement? Combien de propositions de loi au niveau de l'Assemblée? Alors qu'il y a nécessité. Je vous prends l'exemple. Il y a certaines matières qui devaient être traitées au niveau du gouvernement central pour justement préparer la venue, n'est-ce pas, de conseillers municipaux qui n'existaient pas au départ. Fort malheureusement, je n'ai pas vu un travail fourni dans ce sens pour faciliter. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, qui est une ville atypique. C'est une ville qui a statut de province. Oui. Au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons la ville et directement, nous avons les entités territoriales décentralisées qui sont les communes. Alors, comment la gouvernance va-t-elle se faire à ces niveaux? En réalité, si nous avons un bon Parlement, il devait déjà anticiper parce que les statuts de Kinshasa diffèrent des autres provinces. Parce que si vous allez, par exemple, dans le Congo central, il y a une province, il y a des villes et il y a des territoires au sein de ces territoires que l'on trouve les entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que la gestion dans le Congo central, ça sera un peu facile sur pied de la loi fixant principes fondamentaux de libre administration des provinces et la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec le gouvernement central et les provinces. Donc vous comprenez qu'il y a des questions pendantes qui n'ont pas été résolues par ceux qui prétendent être parlementaires. Alors, le fait seulement qu'on va reconduire l'immoralité, on risque de tomber à des crises fonctionnelles au niveau institutionnel. Voilà. Bon, c'est sur votre analyse, hein, que Pierre n'a qu'un cas remettre en cause. Alors, il y a lieu de parler de l'insécurité, mais j'aurais voulu qu'on aborde d'abord la question en rapport avec la gestion de la ville de Kinshasa après la réhabilitation du gouverneur Gentini Ngobila. Apparemment, le torchon brûle entre le gouverneur, je vais dire entre le gouvernorat et l'Assemblée nationale. Godé Poyi, président de l'Assemblée nationale de Kinshasa, a manifesté ses mécontentements en envoyant ou en mettant sur la place publique une correspondance où il avait désigné ou encore envoyé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dire que l'actuel gouverneur, réhabilité bien sûr, ne peut pas exercer, ne peut pas non plus reprendre ses fonctions. Il y a lieu de laisser son adjoint Jikoko, qui avait déjà entamé d'ailleurs quelques travaux ici au niveau de rond-point Willery. Il y a métamorphose, ça il faudra reconnaître en tout cas. Alors, vous reconnaissez facilement. Ne voyez-vous pas que c'est encore une nouvelle crise qui va voir le jour à Kinshasa et que la ville sera mal gérée comme toujours? Bon, moi je pense que ce monsieur doit apprendre à gérer ses ardeurs. Là, et je comprends. Non, je parle de celui qui veut se présenter comme un homme parfait alors qu'il a été cité dans la gestion. Ce monsieur doit apprendre à gérer ses ardeurs
et à ne pas confondre la fonctionnalité de l'État. Il apparaît très intelligent. Non, mais s'il est pasteur, voilà pourquoi j'ai dit il est plus exposé à des émotions, parce que justement, il laisse les esprits jouer sur ses sentiments, jouer sur ses réactions, et je comprends pourquoi, très souvent dans son église, il se laisse emballer par des sentiments. Vous savez, l'État est une super structure. Et je crois que ceux qui s'y intéressent savent pertinemment bien que c'est l'invention la plus géniale. L'État est complexe. Dans sa complexité, ce sont des normes. Déjà, quand vous prenez une décision et que la décision est considérée comme énervant certaines autres dispositions de certaines autres lois, naturellement, on annule la décision. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui a fait partir, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui a fait partir qui avait suspendu le gouverneur, qui avait fait partie le gouverneur pour revendiquer quoi que ce soit. C'était une décision conservatoire animée par une vision tribalo-régionaliste. Et voilà, le VPM a compris qu'il avait posé un acte qui n'avait pas de soubassement. Ce fameux gouverneur qui est incompétent. Donc vous pensez que le VPM est revenu à la raison? Non, mais il est revenu à la raison, mais cela ne veut pas dire que le gouverneur méritait continuer de travailler. En réalité, il devait être chassé du pouvoir par l'Assemblée provinciale. Vous comprenez? S'il y avait une motion de censure contre lui et que la motion était passée, s'il était réhabilité par le VPN, c'est sur ce point que le président de l'Assemblée nationale, plutôt provinciale, a rédigé sa requête ou encore sa lettre, parce que le bureau de l'Assemblée nationale avait autorisé à la Cour de... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas sérieux. Attention, il a levé les immunités, mais il n'a pas enlevé à M. Gentilly la fonction de gouverneur. Mais à en croire le règlement au niveau de l'Assemblée nationale, M. Gentilly... 24 heures après, vous êtes dans l'obligation de jeter l'éponge, de démissionner. Non, mais la démission est volontaire. La démission n'est pas obligatoire. Ce n'est pas à lui d'obliger au gouverneur de démissionner. Apparemment, il n'a aucune option. Il a dit clairement que ce n'était pas une option, mais plutôt une obligation. Non, mais une obligation, qui lui a dit ça? Non, les textes, le règlement. Non, mais attendez. Lui, il a levé les immunités sur base d'un réquisitoire du procureur. Déjà, le procureur n'avait pas bien agi. Parce qu'il y a encore soupçon. Et pourquoi avoir précipité de lever les immunités que du gouverneur de Kinshasa? Pourquoi l'avoir pas fait pour le gouverneur, le gouverneur des autres provinces? Au-delà de tout, la question relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas tout le parquet ou tout le procureur qui en ont droit de traiter sur des questions électorales. Moi, je ne suis pas juriste, mais je m'efforce quand même à m'informer par rapport à la procédure, par rapport à la fonctionnalité de l'État. Lorsque vous êtes sanctionné par la CNI, au niveau de la députation nationale, il n'y a que la Cour constitutionnelle. Donc il y avait vice de le départ. Non, mais effectivement, voilà pourquoi je vous dis, le fait seulement qu'il se comporte en délinquant, il ne veut pas respecter la norme, il veut maintenant user de ses conflits personnels en utilisant les instruments de l'État. Moi, je n'ai jamais soutenu ce gouverneur. Mais je considère que la procédure n'ayant pas été respectée, le VPM est plutôt revenu à la raison. Parce que la précipitation présageait déjà qu'il y avait... Kinshasa est déjà en difficulté. Kinshasa se trouve déjà dans un trou profond. Quand les dirigeants ne s'attendent pas, ne voient-vous pas que ce sera encore très dangereux? Non, mais comment voulez-vous que ces fameux dirigeants s'entendent alors qu'ils sont là par immoralité? Vous savez comment Ngobile est arrivé gouverneur? Il a été élu. Non, il a été élu. Et par qui? Par les députés qui ont été fustigés par M. Félix comme corrompus. Voilà, ce sont là, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous êtes rattrapés, et justement parce que vous ne voulez pas respecter la norme. Aujourd'hui, vous êtes surpris. Comment peut-on suspendre l'installation du Sénat en violation de l'article 114 et permettre aux mêmes personnes qui ont occasionné la suspension de l'installation du Sénat, vous leur donnez la possibilité d'aller voter un gouverneur? S'ils ont été corrompus pour faire passer les sénateurs, puis alors du gouverneur. C'est-à-dire que vous avez tous cautionné la forfaiture électorale. Qu'à cela ne tienne, même si la ville est mal gérée, mais le respect de la procédure et des rigueurs, on doit respecter la procédure. Ce n'est pas parce que la ville est mal gérée que vous devez violer la loi pour sanctionner quelqu'un.
Ce n'est pas ça notre vision. Nous pensions par contre, si ces messieurs étaient sérieux, c'est à lui qui revenait la responsabilité de faire partir le gouverneur. Il vous souviendra, en 2019, 2020, 2021, Mike Moukebaï a fustigé la gestion du gouverneur. Qui s'y est opposé? Mike Moukebaï Nkosso, que nous saluons au passage. Ah voilà, lui au moins, c'était un visionnaire. Il savait, il avait dénoncé, il a lancé des alertes. Mais la personne qui s'est constituée en obstacle, c'est ce fameux pasteur. C'est lui qui a protégé Jean-Tini Ngobila. C'est lui qui a accompagné la mégestion. C'est lui qui a occasionné tout ce que nous avons comme dégâts aujourd'hui en termes de vie. Deuxièmement, il soutient l'entrée en fonction du vice-gouverneur. Je crois Moulumba, oui. Mais apparemment, vous qui avez la vision tribale, vous ne savez même pas jauger, mesurer la teneur de ce qui s'est fait. Chers messieurs, les messieurs que vous voulez sanctionner pèsent sur lui des soupçons de fraude électorale. Mais le monsieur que vous soutenez pèse sur lui le poids de l'assassinat et de coups et blessures sur la population à Limité. Pourquoi vous n'avez pas, vous, insisté sur ça? Parce que, c'est vrai, tous ont péché. Mais pourquoi mettez-vous plus d'accent sur le gouverneur? Parce que le fait que l'on reproche au vice-gouverneur, bien qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, sont graves. Je dirais même gravissimes. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas intéressé sur cette question? Moi, j'ai vu des gens, des femmes, perdre une partie de leur corps. J'ai vu des gens être blessés et on nous a appris qu'il y a eu même de morts. Là, parce qu'il est de votre tribu, vous voulez le protéger. Non. Non, mais c'est forcément qu'il est... Cher ami, oui. Apparemment, vous ne voulez pas qu'on crève l'abcès. On doit commencer à vous dire des vérités. Ces gens-là sont animés par le tribalisme. C'est ce qui caractérise leurs actions. Pourquoi autant d'acharnement? Lorsque Mike Moukebaï disait que la ville est mal gérée, lorsque Mike Moukebaï mettait à nu la mégestion du gouverneur, c'est lui qui s'est constitué en obstacle. Il a livré Mike Moukebaï. Le même gouverneur venait d'être réhabilité par le VPM. Là, vous ne parlez pas tribu parce qu'il venait d'être réhabilité. Non, mais il a été réhabilité. Non, mais attention, que ce soit votre fameux VPM, que ce soit ses gouverneurs, que ce soit ses vice-gouverneurs, se sont réjouis. N'oubliez pas qu'ils se sont réjouis. C'est justement parce qu'il y a clameur publique. C'est justement parce que nous avons condamné. Tous sont membres de ce que vous appelez Union dite sacrée. Tous. Mais nous avons condamné. Parce que nous ne pouvons pas accepter, même si on a attrapé quelqu'un en train de voler, il a de droit. Voyez-vous? Nous défendons la justice, nous défendons l'équité. Mais eux, à leur niveau, ils défendent la tribu. Et c'est que moi, je ne soutiens pas. Je ne connais pas M. Jean-Tini, je ne l'ai jamais vu, mais je considère qu'il mérite être réhabilité justement parce que l'acte les sanctionnant n'avait pas de base sociologique. Donc la procédure n'a pas été respectée. La procédure n'a pas été respectée. Et d'ailleurs, la grande question que l'on doit tous se poser, quelqu'un qui a double titel, pouvait-il être sanctionné par un vice-premier ministre ou un ministre en charge de l'Intérieur? Apparemment, nous sommes dans la confusion là. Il est en même temps élu représentant du peuple au niveau provincial en tant que chef d'une institution, mais il est aussi représentant du chef de l'État. Nous ne sommes pas dans la configuration de la déconcentration. Revenait-il à un vice-premier ministre de sanctionner un gouverneur? Les mesures conservatoires qu'il a prises, avec quel soubassement sur le plan constitutionnel d'abord? Parce qu'il faut commencer par là. Alors, il y a eu 4 gouverneurs et un vice-gouverneur qui étaient sanctionnés. Pourquoi a-t-il laissé le gouverneur, a-t-il réhabilité les autres gouverneurs? Parce que justement, il a compris qu'effectivement, il y avait un problème. Et pourquoi le procureur ne s'est pas saisi du dossier des autres gouverneurs? Vous savez, M. Jean-Tini Ngobila, je suis sûr et convaincu qu'il a triché. Mais sa tricherie, au moins, était... Bon, je ne dirais pas... était assez... Hein? Vous comprenez? Non, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Non, mais attendez. Mais pour l'Équateur, c'était grave. On a utilisé des armes. C'est-à-dire que le gouverneur a déployé ces gens. Ils sont arrivés au niveau des centres. Ils ont commencé à tirer
pour chasser les Pour Ngobila, sa tricherie était un peu modérée. Non, mais sa tricherie, c'est-à-dire qu'il a triché, oui, certainement, parce que je sais comment il se comporte. Et il a triché, certainement, mais il n'a pas utilisé le moyen de l'État. Il n'a pas utilisé la force publique. Nous le condamnons par ailleurs. Mais ce qui était flagrant et grave, c'est ce qui s'est passé à l'Équateur. Parce qu'on a utilisé des armes. Et ce qui est surprenant, le procureur n'a pas réagi. Parce que justement, l'intention était qu'on fasse partie Ngobila. Certainement que dans ce qu'ils ont eu à colmater, à préparer, il y a certainement quelque chose que l'on ne va pas nous dire aujourd'hui. Qui vous dit qu'il n'avait pas besoin de quelques minutes faire de ces messieurs un gouverneur pendant quelques minutes pour activer quelque chose? Là, vous parlez du fils? Non, mais effectivement, c'est pas un fait anodin. Il semble être allé bon, parce que pendant ces passages, en tant que gouverneur, pendant 1 ou 2 semaines, je ne sais pas trop, moins de 2 semaines en tout cas, il y a les actions qui sont... Non, mais apparemment, vous êtes très séduit par des politiques tape à l'œil. Il y a les actions palpables et visibles. Gouverneur de la ville, c'est un concepteur. Ouais. Quelle est la conception qu'il a su faire? Quelle est la stratégie ou les politiques mises en place? Vous êtes séduit parce qu'il a balayé un espace. C'est ça être gouverneur. Parce qu'il a enlevé les immondices dans un coin, il a planté des pelouses. Vous pensez que c'est ça la mission du gouverneur? Ça, c'est un chef de quartier peut le faire. S'il était ce que vous prétendez qu'il est, en réalité, il devait faire l'évaluation de la gouvernance, proposer des mesures de mitigation par rapport à ce qu'il a trouvé. Parce que le problème de la province est d'abord d'ordre fonctionnel. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord corriger les imperfections en termes de conception. Lui, il n'a pas fait ça. A-t-il pris le soin de se mettre même pendant 5 minutes et étudier les dossiers? Non, il a improvisé. Certainement, non, il a dit qu'il avait trouvé le projet au bureau, sur la table. Il a trouvé quelqu'un. Non, mes chers amis, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Lorsque vous accédez à une fonction, à un poste, la première des choses, on fait l'état des lieux. Tout à fait. Voyez-vous, c'est sur base de cet état des lieux, en dressant le diagnostic, on va maintenant amener des mesures de mitigation. C'est sur base de ça qu'on élabore son plan d'action. Mais lui, il n'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que comme un homme vulgaire, un homme de la rue, il prend l'argent, allez, balayez ici. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Qui a passé le marché? Comment s'est-il fait? Parce que pour faire des travaux dans l'État, il faut d'abord qu'il y ait appel d'offres. Appel d'offres, oui. Alors, qui a lancé l'appel d'offres? Qui a gagné les marchés? Qui a soumissionné? Ça, vous ne vous posez pas. Vous applaudissez parce qu'il a enlevé les immondices. Oui, c'est bon. Parce que moi, j'ai publié des vidéos sur cet endroit-là. C'était très sale. Alors, s'il avait pris le soin de réfléchir, peut-être qu'on allait construire pratiquement un arrêt des bus. Parce que cet espace-là a été dégagé justement pour mettre quelque chose. Le fait seulement que c'est devenu un terminus. On pouvait construire quelque chose pour faciliter que le bus puisse être bien garé parce que c'est ce qui justifie les embouteillages. Ce n'est pas seulement le pelouse, cher ami. Manque d'imagination. C'est un parking. C'est un parking. On pouvait exploiter ça autrement et ça allait générer des recettes. Dernier sujet. C'est-à-dire que le fait seulement que vous êtes habitué par des politiques tape à l'œil. Il vient, il vous dit non, voilà, gratuité de la maternité. Vous applaudissez. Et après, vous vous rendez compte que le monsieur avait déliré parce qu'il n'avait pas de moyens, il n'a pas su mesurer le coût. C'est la même chose avec ces fameux gouverneurs. Voilà, si je fais ça, les gens seront attirés, ils vont considérer que je suis intelligent. C'est pas ça. Vous êtes dans la conception. Parce qu'au niveau de l'administration publique, il y a 3 catégories d'agents. Il y a les cadres de conception, le cadre de collaboration et les exécutants. L'approche que doit être développée un cadre de conception n'est pas la même avec un cadre de collaboration. Là, il agit en tant que cadre de collaboration qui exécute. Mais alors qu'en réalité, le gouverneur n'est pas un cadre d'exécution, c'est plutôt un cadre de collaboration, c'est plutôt un cadre de conception. C'est lui qui conçoit les politiques publiques au niveau de la province. Et il fait faire. C'est un leader.
Alors, vous ramassez des gens comme ça, alimentés, vous prenez des gens, vous faites des gouverneurs, des vice-gouverneurs, et à la fin, les gens vont applaudir. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Voilà. Charles, on va prendre la dernière question, le dernier sujet, en rapport avec l'insécurité. Il y a eu des morts, hein, les M23 ont tué, plus de... En fait, on parle de 19 morts et plusieurs blessés. Que pense Kinshasa, que dit Kinshasa? Nous attendons, mais du moins, l'insécurité continue à battre son plein. Les pays semblent être à l'insécurité à moitié totale, hein, parce qu'il n'y a pas que Mosso. Ici à Kinshasa, vous savez, ici à côté, il y a le phénomène Mobondo qui refait les surfaces carrément. Sinon, on ne comprend plus rien à Maniema, ça craint. Est-ce que ce sera facile pour ce nouveau mandat de Félix de mettre fin à ce genre de sécurité? Bon, si vous ne comprenez pas, je comprendrai. Parce que vous n'avez pas les leviers du pouvoir, vous n'avez pas tous les instruments de l'État, vous n'avez pas les informations irrélatives. Mais comment M. Félix Ségué ne peut-il pas comprendre ça? Parce qu'apparemment, c'est lui qui fait figuration, qui fait office du président de la République. En réalité, il était supposé... C'est lui le président. Il était supposé, cher ami, il était supposé être le Congolais le mieux informé. Pour son fonctionnement, c'est ce que vous prétendez là. Pour son fonctionnement, on lui a donné tous les instruments essentiels pour gouverner. Il a le gouvernement, d'abord son cabinet, il a le gouvernement, il a le secrétariat, le ministère en fait, il a les services tels que la DEMIAP, l'ANER, les bureaux de tous les autres services qui sont là justement pour lui permettre d'atteindre son objectif. D'atteindre son objectif. Et donc, en réalité, M. Félix Tshisekedi devait maîtriser toutes les variables explicatives possibles. Quand vous dites que Mobondo en surgit, non. Le Mobondo était toujours opérationnel. Mais ils deviennent encore plus forts qu'avant. Parce qu'ils quittent maintenant l'espace là où ils avaient commencé. Comment ça? Ils vont commencer à se déployer. Mais ce sont des informations que nous avons. Hein. Ne soyez pas surpris qu'ils commencent déjà à agir dans à Kwilu. Ils sont à Kinshasa dans le plateau. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça prend plus de l'ampleur. Parce que justement, les mesures prises par M. Félix Ségué et sa cohorte ne correspondaient pas aux réalités sur le terrain. Pour M. Félix Ségué, c'était un fait anodin qu'on pouvait s'en passer, alors que nous lancions déjà des alertes. N'oubliez pas que nous avons eu à faire beaucoup d'émissions avec vous. Et même au niveau de la radio, les gens ont commencé à appeler chez vous ici, pour vous dire que ça prenait des allures d'une rébellion pratiquement, et l'État devait se ressaisir. M. Félix Ségué, pour résoudre le problème sécuritaire, il a nommé M. Jean-Pierre Bemba. L'heure est au bilan. Parce que c'est lui qui risque d'être votre Premier ministre ad intérim. L'heure est au bilan. Qu'a-t-il fait pendant tous ces temps? Vous avez dit que vous êtes là pour sécuriser les Congolais. Ça fait partie de vos missions constitutionnelles. Nous nous rendons compte que les Congolais ne sont pas en sécurité. Vous dégagez autant d'argent et nous n'arrivons pas à résoudre le problème. Et qu'est-ce que votre président vous dit? Qu'il aurait acquis des équipements pour faire la guerre contre le Rwanda. S'il peut faire la guerre contre un État, je suis sûr et certain qu'il pourra aussi faire la guerre contre le Mobondo, contre le M23. Pourquoi échoue-t-il? Parce qu'il est incompétent. Alors, au lieu de chercher à faire des incantations, reconnaissez que M. Félix Ségué a failli. Il a failli pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'insuffisances. Le fait seulement qu'il n'a pas des atouts, des aptitudes nécessaires, il ne peut pas assumer la fonction du commandant suprême de l'armée. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus de 30 000 déplacés qui fuient la guerre et le gouvernement, pour tout Congolais d'ailleurs, la priorité était qu'on gagne un match. Ce sont des choix que nous avons opérés. Et pendant ces temps, il y a des Congolais qui meurent. Il y avait possibilité de satisfaire
les appétits des sportifs et en même temps sécuriser la population. Vous avez, la République a choisi de satisfaire les sportifs en sacrifiant la population de la partie Est. Pourquoi l'armée n'agit-elle pas? Pourquoi n'arrivons-nous pas à sécuriser? Si le Ouazalais ne sont capables de chasser le M23, quid alors de la FARDC ou de nos FARDC? Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi considère que la guerre, c'est un instrument qu'il peut utiliser. Il en profite. Non, pas du tout. Ça profite à M. Félix Tshisekedi. Par contre, sa mission, c'est de mettre fin à cette situation. Non, la mission du président, pas la mission de la personne de Félix Tshisekedi, cher ami. M. Félix Tshisekedi est dans le business. Il considère la guerre comme une opportunité d'affaires. Parce que ce n'est pas normal, cher ami. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai vécu dans ces pays. Il y avait un président qui connaissait aussi des situations d'insécurité. Je prends ici le cas de Mobutu. Quand il y avait situation de guerre, on sentait que tout le monde était mobilisé. Soyons sérieux, qui est mobilisé dans ces pays? Est-ce que la population a vraiment porté ça dans son esprit? Les gens de l'Est risquent de la partie Est risquent de quoi? Que nous les avons abandonnés. Et pendant ces temps, même si vous n'êtes pas en mesure de faire face au M23, mais du moins, prenez en charge les déplacés. Moi, j'ai pensé qu'on allait même fournir beaucoup d'efforts, toucher même au niveau du social, acheter des bâches pour permettre aux gens d'avoir ne fût-ce que de toit. Et là où ils peuvent loger, ils peuvent habiter pendant quelques temps. On pouvait même déployer un mécanisme mobile pour leur desservir en eau potable. Il n'y a rien. Et après, il y aura de choléra, il y aura des maladies diarrhéiques, on va encore dénombrer les mots. Ce qui veut dire quoi? Monsieur Félix Tshisekedi étant défaillant, il ne pourrait nullement résoudre le problème congolais. Vous voulez être en sécurité? Commencez d'abord à insécuriser ceux qui vous insécurisent. Tant qu'ils seront en sécurité, vous ne serez jamais en sécurité. Voilà. Que direz-vous de ce courant qui vient de voir le jour au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'on peut dire que Kamere a déclenché une guerre, ou bien Kamere veut simplement déstabiliser l'Union sacrée? Bon, chers amis, en réalité, ce sont leurs questions. C'est à eux de se poser ces genres de questions. Oui, si nous analysons justement, parce que ce sont des faits sociaux, ce sont des faits politiques. Tout à fait. Mais ce qui est vrai, par moments, l'IDPS devient de plus en plus ridicule. Est-ce un crime de créer un courant de pensée au sein d'une famille politique? Est-ce un crime de créer un regroupement élargi au niveau d'une plateforme? Est-ce que l'opportunité y est? C'est notre question. Commençons d'abord. Monsieur Tshisekedi et son IDPS. L'UDPS a aligné des candidats, n'est-ce pas? Ils ont obtenu 96 sièges d'après Kadima. Ils prétendent avoir 150 sièges sur base de quoi? Ils auraient créé leur mosaïque. Est-ce que les autres l'ont fustigé? C'est ça le raisonnement, c'est simple. Si vous avez la possibilité de créer une dynamique au sein de l'Union sacrée pour garantir votre épaisseur politique, quid alors des autres? Ils en ont le droit. Moi, je suis président d'un parti politique. J'adhère dans un regroupement politique. Dans ces regroupements politiques, il y a multitude de partis politiques. Quand même que nous serons tous membres de l'Union dite sacrée, entre guillemets, bien que je ne peux pas le souhaiter, nous pouvons nous mettre en groupuscule pour revendiquer nos droits communs. Ça existe. Au niveau de la majorité, de leur fameuse majorité. Et d'ailleurs, il faut le savoir aussi que l'Union sacrée n'a pas aligné des candidats. Il faut le savoir aussi que la majorité parlementaire n'est pas encore dégagée. Ils peuvent se regrouper tout en se reconnaissant membres de l'Union sacrée. L'essentiel, c'est de voir pourquoi le font-ils. Et apparemment, M. Kamere a été dupé une fois, il risque d'être dupé pour la deuxième fois. Si M. Félix Tshisekedi était ne fût-ce que sérieux pour une fois, il devait comprendre par contre que c'est lui qui est en train de poser beaucoup de problèmes. En réalité, sur le plan politique, dans la pratique politique, la primature devait revenir de plein droit à M. Kamere. Comment ça? Non, mais justement parce qu'il a un accord avec M. Félix Tshisekedi. Mais ça c'est révolu. Non, mais révolu, qui a résilié le contrat? Qui a annulé l'accord, cher ami? Vous savez, nous devons apprendre à nos enfants des valeurs. Vous ne pouvez pas signer des accords et rebuffer après. Mais non, c'est tombé caduc parce que quand ils ont mis en place l'Union sacrée, on ne parlait plus de la coalition cash. Non, mais attendez, la base de l'Union sacrée, c'est quoi d'après vous? C'est cash. La base de l'Union sacrée, d'après vous, c'est quoi?
Les gens sont venus faire quoi? Soutenir, entre guillemets, la vision de Félix Tshisekedi. Non, analysons. Non, mais analysons cher ami. logiquement. S'il faille tenir compte de l'accord dont vous faites allusion, on suppose que c'était lors de la création du CACH, UNC, UDPS. CACH s'est allié avec le FCC. Il y a eu coalition FCC-CACH. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Après, il y a eu la mise en place de l'Union sacrée. Donc, on ne parle plus de la coalition FCC-CACH, c'était plutôt l'Union sacrée. Non. Mais vous faites allusion à un contrat, à un accord où c'était bien avant, alors qu'il y a eu les étapes. Non, mais Il y a eu évolution, si vous non, voulez. mais il y a eu évolution. Apparemment, vous n'arrivez pas à comprendre ce que j'ai dit. Pas du tout. La vision que vous appelez vision du chef de l'État, c'est la vision cash. C'est la vision cash. C'est M. Félix Tshisekedi et M. Kamere qui sont allés négocier. La vision existait déjà. M. Félix Tshisekedi et M. Kamere sont allés négocier avec Kabila. Kabila leur a donné le pouvoir. Non, mais laissez-moi analyser. Dans le sens là, ils se sont mis ensemble pour gérer les pays. Non. Ils se sont mis ensemble pour appliquer ce qu'ils se sont entendus bien avant. M. Félix Tshisekedi et M. Kamere ont conçu une vision. La vision de co-gérer ensemble. M. Félix Tshisekedi et M. Kamere sont allés voir Kabila pour négocier le poste, le pouvoir. Kabila leur a donné le pouvoir, le président de la République. Ce qui a fait que Kamere n'ayant pas la majorité, il ne pouvait pas être Premier ministre. Parce qu'il y avait une coalition, c'est Kabila qui avait la majorité. Aujourd'hui, sur base de leur fœtus, ils sont arrivés à avoir Union sacrée. L'Union sacrée, c'est quoi? C'est le cash associé aux autres. Ne faisons pas d'amalgame, parce que Félix Tshisekedi a créé le cash avant la législature, cette législature. Le cash, l'Union sacrée a été créée pendant qu'il était encore membre du cash. Il était membre du cash. Ils ont signé leur alliance. Pardon? Du CACH, je ne sais pas trop, mais dis-moi, justement, il y a... Cher ami. Allons dans la logique qui est la vôtre. Aujourd'hui, nous parlons Union sacrée. Avant Union sacrée, il y avait coalition FCC-CACH. Non. S'il vous plaît. Avant Union sacrée, il y avait cash. Non, non. FCC-CACH. Cher ami. Avant Union sacrée. Cher ami, attention. C'est sur base des mésententes, cher ami. Non. du FCC-CACH que l'Union sacrée a vu le jour. Non, mais attendez. Mais bien avant, Attendez. FCC-CACH, il y avait CACH. Non, mais attendez. Félix Tshisekedi est allé en négociation avec Kabila en tant que qui? En tant que représentant du cash. Si FCC et cash se sont séparés, cash reste. Soyons sérieux. Après FCC cash, il y avait cash. C'est cash maintenant qui s'est élargi, ils ont appelé les autres pour créer Union sacrée. Les autres ne sont pas de signataires, ils ne sont pas en accord avec Félix Tshisekedi. Ils viennent soutenir le cash. Soyons sérieux, cher ami. On ne fait pas la politique pour badiner. C'est le cash qui a le... S'il vous plaît. Alors que le prof Mbata vous dira clairement que... Le prof Mbata, il représente quoi? Il est qui? L'Union sacrée, Kamere était encore emprisonné. La création de l'Union sacrée a quel organe? L'Union sacrée a quel statut? L'Union sacrée a quel acte? Dites-moi. C'est une plateforme. Lorsqu'ils se sont séparés entre FCC et cash, le cash a persisté. Le cash a continué. Kamere étant en prison, ils ont créé l'Union sacrée. Les autres sont venus les rejoindre. En réalité, le pouvoir ici, c'est le pouvoir cash associé, élargi aux autres. Ce qui veut dire qu'en réalité, si nous étions dans un pays sérieux, M. Kamere devrait avoir droit à la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, entre guillemets, bien que je sais qu'ils ont triché, cette majorité revient de plein droit au cash élargi aux autres. Si M. Félix Tshisekedi ne pouvait être fourni, ne fût-ce que pour une fois, l'effort d'être plus sérieux, il devait être reconnaissant vis-à-vis de la personne qui lui a donné le pouvoir. Parce que si Félix Tshisekedi n'était pas président, il n'allait pas avoir une majorité. Hein? Si Félix Tshisekedi n'était pas président, il n'allait pas avoir une union sacrée. La Donc souche... vous lisez la frustration de le chef de Kamere? Non, mais le problème, c'est que moi, je n'analyse pas par rapport à Kamere. J'analyse ces faits parce que c'est un fait politique. Je vous avais déjà alerté. C'est un fait politique. Monsieur Kamere, en mon sens, ce que je comprends, il veut créer une dynamique pour revendiquer un droit qui lui est reconnu. Être Premier ministre. C'est de bonne guerre.
Et d'ailleurs, si vous allez au niveau de leur configuration, le parti qui a plus de sièges, c'est UDPS avec 69 députés, entre guillemets, élus. Et puis, il y a d'autres partis. Dans ce contexte-là, il leur sera difficile de bien négocier. Il fallait maintenant créer de courants de pensée au sein de l'Union sacrée pour que ces groupuscules-là permettent, facilitent la négociation. Parce que vous allez partir négocier avec combien de partis? 40, 50, 45? Ça sera difficile. Mais si vous vous regroupez, ça devient facile. C'est-à-dire que Kamere vient comme ténor d'un regroupement avec 150 députés. UDPS a aussi sa mosaïque avec l'UDPS. Ils vont négocier. Les autres, en 3 blocs, vous partagez le pouvoir. Calmement. Si Kamere aura droit à la primature, il aura droit à une vice-primature, il va donner aux autres membres du parti. En ce moment-là, c'est lui qui va gérer la superstructure, comprendra qu'il ne va plus négocier avec tous les partis, mais plutôt avec des regroupements. C'est ce que moi j'ai appris. Et fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'est pas de mon école. Donc vous comprenez que ce que l'on reproche à Kamere, c'est de bonne loi. C'est de bonne loi. Il faut créer des regroupements pour gérer les ambitions. Parce que si tout le monde doit commencer à négocier, ça va créer des ordres. Alors, le fait seulement que l'UDPS n'a pas des gens de qualité, ils veulent maintenant l'attaquer pour vous dire, non, voilà, il n'est pas pressé parce que c'est l'UDPS qui a commencé à créer. L'UDPS a créé sa mosaïque, ça existe. Et pourquoi on ne lui reproche pas? Ils ont 150 députés, comme Kamere aussi a 140 députés. Donc, elle pense qu'il fait pression au chef de l'État pour qu'il soit nommé Premier ministre. D'où ça? Non, mais il fait pression en faisant quoi en réalité? Il a créé un regroupement politique au sein de l'Union sacrée. Est-ce interdit? C'est à M. Félix Tshisekedi de voir. Et d'ailleurs, je ne crois pas en la qualité de Félix Tshisekedi à gouverner le pays. Je ne crois pas en la qualité de Kamere à bien diriger. Parce que Kamere n'a pas une bonne presse. Mais ce qui est vrai, dans la mathématique politique, Kamere est en droit de demander la primature. Surtout qu'il est accompagné par des gens qui ont aussi des députés. C'est simple. Si vous voulez les refuser, refusez-les pour autre chose. Ne les refusez pas parce qu'il a créé un regroupement. Parce que Kabou a dit qu'ils ont 150 députés. Donc ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Moi je comprends, il n'est pas de mon école. Je comprends. D'après vous, qui peut être le Premier ministre les prochains? Bon, il y a des gens qui peuvent être... Jean-Pierre Bemba. Non, mais attendez. Jean-Pierre Bemba ne peut pas être bon Premier ministre. Kamere a une mauvaise presse. Si on peut trouver des... Bon, moi je parle juste, je réfléchis, parce que je ne veux pas accepter que Félix Tshisekedi soit président de la République. Si on peut trouver des gens, c'est en dehors de l'Union sacrée. Comme qui, par exemple? Jusque-là, il n'y a que 2 bons premiers ministres au Congo. Alingueti ou bien... Jusque-là, Alingueti n'a jamais été premier ministre. Son nom est cité, non. Je suis allé vite en besoin de Massino, son nom aussi. Jusque-là, dans ces pays, il n'y a que 2 bons premiers ministres. Qui est qui? Mobutu Matata. Donc pensez-vous que Tshisekedi peut faire appel à ce... Non, moi je ne peux pas parler de M. Félix Tshisekedi. Il ne peut pas être un bon président pour avoir un bon premier ministre. Donc Mobutu peut être un bon premier ministre. Il n'y en a que 2, jusque-là, au Congo. 2 bons premiers ministres. Ils ne sont pas meilleurs, mais ils sont bons par rapport aux autres 2. Il y a Mobutu, il y a Matata. En dehors des 2 là, je ne vois personne là-bas. Si M. Félix Tshisekedi sera en mesure de dénicher quelqu'un, ça ne sera pas dans l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée est caractérisée par l'immoralité. Donc, on peut dire que... on n'aura pas un bon Premier ministre avec Tshisekedi. On n'aura pas un bon Premier ministre avec Tshisekedi. Essayez de vous imaginer la combinaison d'un président apépriste et un Premier ministre incompétent. Ça sera grave. Le pays va disparaître. Voilà. Merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Parti remise au même, vous retrouverez prochainement. Alain Bono, je rappelle que vous êtes les présidents et les coordonnateurs de BAT. Ces mouvements, lèvons-nous et bâtissons. Vous êtes de l'opposition. Naturellement. On ne peut pas être du pouvoir avec un Félix. Vous insistez trop sur ça. Ouais. Merci. C'est la fin. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Jérémy Omolo. Merci à Guillaume Dinga. Merci à Brandon Milalou. Merci à la réalisation de Pamphile Makanda, qui était en même temps du côté de la régie finale.
bonne suite de nos programmes. On se retrouve demain, comme j'ai dit. Encore une fois, M. Alain Bolo Chapito, merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir.